Zut, flûte, cacaboudin. If there's something strange in your neighborhood. Les docteurs Peter Venkman, Raymond Stantz et Egon Spengler. Dites-moi, Alice, vous marchez à la drogue, au dopant, à l'alcool? Non. Non, bien sûr, c'était juste une question. Autre chose, Alice, avez-vous vos règles en ce moment? Des chercheurs de l'université de Columbia à New York sont accusés de mener des recherches un petit peu farfelues. On ne peut pas donner tort aux responsables, hein. Il n'y a qu'à voir Bill Murray dans la première séquence. Donc radiés de leur poste, ils vont, suite à une rencontre paranormale, ouvrir une société d'investigation nommée SOS Phantom, Ghostbusters en anglais, c'est quand même un meilleur titre. D'où vous veniez, avant d'être venant? Rachètent une ancienne caserne de pompiers et partent chasser les phénomènes paranormaux partout dans la ville. On est venu, on l'a vu, il l'a eu dans le cul. Vous l'avez vu? Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Profitant du regain d'apparitions ectoplasmiques qui assaillent soudainement la ville de New York, les trois compères sont bientôt débordés par le nombre et vont devoir engager un quatrième collègue. Là-dessus va s'en mêler un agent de la ville qui va décider de les emmerder un petit peu. Ah, je vois. Et vous cassez du revenant. Oui, on peut appeler ça comme ça. Combien de revenants avez-vous cassé, monsieur Venkman? Et Dana Barrett, violoncelliste, magnifiquement jouée, découvre que des événements paranormaux se produisent dans son appartement et notamment sa cuisine. Battant Indiana Jones et le Temple maudit au box-office à l'époque, en 1984, 238 millions de dollars engrangés contre 175 pour Indy, avec un budget de 35 millions au départ, Ghostbusters va étonner et nous emporte, et reste encore à ce jour un blockbuster dont la définition est celle d'un film culte, point barre. Oui. Allez, préparons-nous. Branche-moi, toi. En France, le combat des titans, lui, aura lieu avec Gremlins, qui est réalisé par Joe Dante et donc produit par Spielberg, qui jusque-là était le maître incontesté du blockbuster d'été. Le toutou. Oh, il est mignon, le toutou. J'ai peut-être un pot de noce pour le toutou. SOS Phantom va donc étonner par ce mélange habile entre trucage, effets spéciaux, films fantastiques et surtout humour. Si ce châtré n'avait pas coupé le jus de la grille de protection. Ils ont causé une explosion. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Cet homme est un châtré. Réalisé par Ivan Reitman, producteur du film Métal Hurlant, entre autres, mais aussi American College, et de deux films avec Bill Murray. Fan de comics et de fantastique, ce n'est pas rien. Il a produit Cronenberg sur Rage, et avec une partie des acteurs du Saturday Night Live de l'époque. Danny Croyd et Harold Ramis ont écrit le scénario. Venkman, raccourcis ton rayon, merde, je veux pas avoir la gueule calcinée. Bon, maintenant je vais ouvrir le piège. Attention les yeux, ne regardez pas. Stance, je lui ai écarté le piège. On pourrait penser que l'on va avoir affaire à un film drôle mais un petit peu fauché, et c'est tout le contraire. C'est même mieux parce que dès la séquence d'ouverture, en fait, Ghostbusters, avec son fantôme bibliophile, nous en met tellement plein la gueule qu'on a l'impression de voir le final de Poltergeist, mais ce, au bout de 5 minutes de film. Je sais. Faites exactement ce que je vous dis. Préparez-vous. Prêt? Attrapons-la! Donc New York est mise à mal par les ectoplasmes et l'apocalypse n'est pas loin avec l'arrivée de Gozer, le Gozérien, un dieu sumérien.
grâce à un habile dosage donc de genre, le fantastique et l'humour, mais avec un titre français presque oublié aujourd'hui et heureusement, Ghostbusters est drôle, mais vraiment drôle, va même parfois beaucoup plus loin qu'on ne pourrait le faire aujourd'hui, hein. Il n'y a qu'à voir la fellation que le fantôme fait à Dan Aykroyd, ça fallait oser la faire, hein. Je pense qu'aujourd'hui ça serait mort. Et possède des trucages fabuleux, certains ont vieilli, je ne le nie pas, c'est vrai qu'on voit des transparences et tout ça, mais quand on y pense quand même, voilà, moi à l'époque je me rappelle avoir été scotché. Toutes les scènes tournées à New York le furent sans autorisation de la mairie, ce qui posera un problème à Ivan Reitman pour tourner l'affaire Chelsea Deardon derrière, avec Daryl Hannah et Robert Redford, puisque comme il avait coupé des rues sans prévenir la mairie et tout ça, ça avait engrangé un trafic épouvantable, ça avait foutu la merde dans toute la ville, et du coup derrière il a eu du mal à obtenir les autorisations pour ses films d'après. In your neighborhood, who you gonna call? Alors le film, il faut avouer quand même quelque chose, c'est qu'il marche. Non seulement il marchait à l'époque, mais il marche encore aujourd'hui avec cette liberté de ton que l'on n'a plus du tout. Il faut dire quelque chose, en humour, on ne se marre plus comme avant, et on ne pourrait même pas concevoir un film comme Ghostbusters aujourd'hui, malgré Afterlife, qui, on sent, va avoir effectivement de l'humour, hein, des gags, mais qui ne risque de froisser personne. Alors, dès sa conception, Ghostbusters allait devoir utiliser toutes les techniques d'effets spéciaux possibles et imaginables. On est en 1984, enfin 83 pour le tournage, et la plus grande compagnie d'effets spéciaux au monde, ILM, Industrial Light and Magic, la compagnie créée par George Lucas, finissait Le Retour du Jedi et s'engageait directement derrière dans Indiana Jones et le Temple Maudit et Star Trek 3 à la recherche de Spock. Du coup, la boîte de John Gistra qui avait fait la série Galactica entre autres et tout ça s'enterrait dans les sables de Dune, et Douglas Trumbull, le fabuleux créateur des effets spéciaux de 2001, lui, était en pleine création et optimisation de son Shawscan qui avait été montré à Poitiers dans le parc, qui était une sorte de début de la HD mais sur pellicule. Et c'était extrêmement coûteux, et il travaillait tellement là-dedans que sa boîte d'effets spéciaux a fini par couler. Et c'est Richard Edlund qui était un ancien de chez ILM, qui venait de quitter la boîte, qui a repris l'ancienne boîte de Trumbull, et qui, alléluia, pu créer les effets physiques et optiques demandés pour Ivan Reitman sur Ghostbusters. Alors ça se voit, le film est vraiment généreux en trucage, hein, on a de tout, hein, les effets physiques, les marionnettes, tout ça sont vraiment bien faites. Bon, le glouton, on voit que c'est un Muppet, mais ça passe parce qu'on a envie d'y croire déjà, parce que c'est drôle, et en 84, je peux vous dire que ça nous en mettait plein la gueule. Alors bien sûr, malgré effets spéciaux, il y a une histoire donc écrite par Dan Aykroyd et Harold Ramis, hein, qui mélange vraiment donc très bien ces deux genres. Columbia Building, 57e rue. Je suis très pressé, alors ne tenez pas. Et qu'est-ce que font les deux compères? Ils vont essayer de trouver le casting idéal. T'as choisi quelque chose, toi? Non. Et toi? J'ai la cervelle en sauce blanche. Mais moi, j'ai rien choisi du tout. Donc, il y a d'abord Bill Murray, qui est fabuleux en Peter Venkman. C'est lui qui a vraiment les meilleures phrases. Toutes les meilleures séquences, c'est lui, c'est pour lui. Et il est complètement à l'aise. Il passe sur le film comme le héros qu'il est, avec toute la cool attitude attendue. Le rôle devait être à l'origine attribué à John Belushi, qui était l'ami fidèle de Dan Aykroyd, hein, c'était les Blues Brothers, il faut pas l'oublier. Mais sa mort en 1982 d'une overdose fera que Murray sera engagé à la place.
Alors on n'y perd pas au change, mais c'est vrai que ça pourrait étonner de savoir ce que John Belushi aurait fait du personnage. Je vais ramener mademoiselle dans son appartement et lui faire une fouille complète. Une fouille complète de son appartement. D'accord? D'accord. Oui. On a pour moi en second rôle la fabuleuse Sigourney Weaver, qui après Alien et l'année de tous les dangers allait encore pouvoir prouver ses talents d'actrice sur un film à effets spéciaux. Elle joue donc la cliente Dana, dont l'appartement sert de portail à Zool puis à Gozer, le gozérien et ses chiens de l'enfer, avec toute la classe possible. Elle est absolument magnifique et confirme son jeu d'actrice dans le fantastique. C'est la question piège ou quoi? Dites donc, mais Rose, elle vous en fait de l'effet. Et bien que ce ne soit pas un rôle de composition, clairement, elle nous permet de voir le film à travers ses yeux à elle, ce qui nous donne des séquences absolument drôlissimes avec Bill Murray notamment, qui la drague outrageusement. Oh mon Dieu. Il y en a pour un régiment là-dedans. Oh merde, mais ça n'y était pas. Dan Aykroyd, donc scénariste et compère de Harold Ramis, va jouer Raymond Sands, qui est une sorte de scientifique sérieux mais complètement geek, tout le temps hyper excité, qui joue plus lui sur le comique de situation, même si c'est à cause de lui qu'on a la grosse bourde à la fin, mais voilà, il est comme d'habitude très bien. Je l'ai pas fait exprès. Ça a fait boum là-dedans. Nous avons donc Harold Ramis, le regretté Harold Ramis, qui a plus tard réalisé beaucoup de films, Mes doubles, Ma femme et moi, et surtout bien sûr Un jour sans fin, qui là va jouer Egon Spengler, une sorte de scientifique mais vraiment sérieux, imperturbable, complètement perdu dans son monde, qui va réussir à faire craquer la secrétaire Annie Potts. J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Ne jamais croiser les effluves. Pourquoi? Ce serait mal. Nous avons le fabuleux Rick Moranis qui joue Louis Tully. Alors Louis Tully, c'est le loser intégral. Il s'enferme dans son appartement. Il est amoureux de Sigourney Weaver, mais elle en peut plus parce que c'est une femme très intelligente et elle voit bien que le gars arrive à chaque fois qu'elle essaie de passer ne serait-ce qu'à demi-pas devant sa porte. Oui, on fera peut-être un saut après dîner, hein? Génial. Je vais dire à tout le monde que vous venez. On jouera à chat perché. Et puis il y aura du Smurf et on va s'éclater. Et... Voilà, il est drôle, il est complètement à la ramasse. Et voilà, c'est un acteur excellent. Il a joué dans plusieurs films, dont Les Chéris, j'ai rétréci tout le monde, Les Gosses, Le Bébé, Agrandi ou BC. Voilà, là, c'est vraiment l'amoureux transi de Dana et c'est aussi son voisin le plus proche. Avec ces gens-là, j'ai vu des trucs à faire rougir un nègre. Où vous croyez, monsieur Pin? Penn, mon nom est Penn. Ernie Hudson fera donc le 4e Ghostbuster, il arrive en moitié de film. Le rôle avait été proposé à Eddie Murphy à l'époque, mais lui a préféré se lancer dans le flic de Beverly Hills, bien lui en a pris apparemment. On a vu Ernie Hudson dans Léviathan et The Crow. Et enfin, on a en rôle de salopard, comme d'habitude, William Atherton, avec ses cheveux et barbe rousse, qui joue un sale con, comme d'habitude, puisqu'on a pu le remarquer dans Die Hard 1 et Die Hard 2, où il jouait le journaliste qui allait emmerder les gosses de John McClane dans le très bon Piège de cristal. Je crois que on ne vous a pas demandé votre avis à vous. Exécutez mes ordres. Mon ami, ne faites pas de conneries. Écartez-vous. S'il recommence, vous pouvez les tirer dessus. Alors la musique a été composée par Elmer Bernstein, rien de moins, qui est le compositeur des 10 Commandements, Métal Hurlant, Les 7 Mercenaires, j'en passe, mais tellement derrière. Symptôme d'une époque, son score est accompagné par de nombreuses chansons du moment, certaines ont été créées pour le film, et notamment la chanson Ghostbusters, chantée par Ray Parker Jr., dont on n'a pas trop entendu parler derrière, avec un clip qui sera même réalisé par Ivan Reitman, qui aura le cast du film
qui dansent sur le rythme de la chanson, et de nombreux invités du Saturday Night Live notamment, ou autres comme Chevy Chase, Tom Candy, Carly Simon, la chanteuse bien connue, Danny DeVito, ou encore Peter Falk, notre célèbre Columbo, qui apparaissent pour faire un petit mot à l'intérieur. Ghostbusters et son succès vont, comme Star Wars, créer différents produits dérivés, plusieurs séries d'animation, des romans, des jeux vidéo et des jeux de société, et engranger malheureusement des suites. On se plante complètement les mecs. Le petit marin, c'est un brave type, au contraire, il est de passage, il est tout seul à New York. On lui emmène tirer un coup, il nous fout royalement la paix. Alors je ne ferai pas de vidéo sur les suites, je ferai sûrement une vidéo de Afterlife qui arrive, mais SOS Phantom 2 a été très vite mise en chantier après le succès du 1, avec à peu près la même équipe, si ce n'est la musique du film, et à contre-cœur. En fait, Ivan Reitman, Bill Murray, Harold Ramis et Dan Aykroyd pensaient que le premier se suffisait à lui-même, qu'il n'y avait pas besoin de raconter une suite ou une autre histoire. Et malheureusement, ils ont fait le film à contre-cœur. Alors, à contre-cœur, entendez par ça le nombre de zéros ajoutés à leur chèque, mais voilà, cette histoire de portrait maléfique avec un Peter McNichol en âme damnée qui en fait des tonnes, ça ne fonctionne pas. Rajouter à ça le pathos, la scène de la Statue de la Liberté avec tout New York qui l'acclame. Moi, c'est imbuvable, ça m'a sorti du film complètement, et même les plus ardus d'entre nous, fans du premier, ont souvent quand même moins envie de regarder ce deuxième. Rendez-vous sur l'autre rive. On vous a une fine équipe, Beckman. En 2016, c'est Paul Feig qui va réaliser un remake féminin d'une tristesse absolue, déjà oubliée. Le film n'est jamais, voire rarement drôle. La seule bonne idée, c'est peut-être de mettre Chris Hemsworth en secrétaire. Mis à part ça, les filles ont beau se démener, elles ont un script qui est tellement inepte que malgré leur talent, elles n'arrivent pas à nous donner quelque chose d'intéressant. Donc, passez votre chemin, ne regardez pas ce film. S'il est oublié, c'est pas pour rien, et je pense que voilà, il faut le laisser où il est, dans sa tombe. C'est plus fort que toi, dès qu'un mec se mouche, faut que tu gardes la morve. Je veux analyser ça. Il y en a aussi, là. L'aiguille remonte ici. Donc nous avons SOS Phantom, l'héritage qui arrive, qui est une suite directe du 1 et du 2. Des apparitions de Dan Aykroyd, Bill Murray et Harold Ramis sous forme de statue, puisque malheureusement il est décédé, seront dans le film. Il est réalisé par le fils d'Ivan Reitman, Jason, et c'est avec Paul Rudd, notre Ant-Man de chez Marvel, et Finn Wolfhard, que vous avez vu dans Stranger Things notamment. Voilà, si jamais vous voulez aller voir en HD, vous avez le 1 et le 2 qui sont dans un bundle en Blu-ray vraiment pas cher, puisqu'ils sont même, je crois qu'ils sont à 15 € les deux. Je vous mets le lien en bas dans la description, c'est un lien affilié, n'hésitez pas. Et voilà, écoutez, moi je mets à SOS Phantom un bon... Ouais, je lui mets un bon 5,5 sur 6 parce que on est proche du chef-d'œuvre. Ça en est peut-être pas un parce que le film vieillit sur certains aspects, mais il est tellement drôle. Voilà, c'est un bon film. N'hésitez pas à me dire si vous avez mis les poils sur les bras ou pas, si vous avez aimé ou pas. Discutons-en avec plaisir. Regardez une vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner, c'est important, et c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifs. Et puis je vous dis à bientôt.